Elle est revenue là où tout avait commencé. Non pas pour demander pardon. Non pas pour se justifier. Mais pour affronter un passé qui pensait encore la posséder. Émilie était la femme que l'on croyait brisée, manipulable, facile à faire taire. Trahie par l'homme qu'elle aimait. Abandonnée par sa propre famille. Jugée, utilisée, effacée. Ce que personne ne savait, c'est qu'en silence, elle s'était relevée. Mariée à un homme puissant, oui. Mais surtout devenue une femme lucide, calme, et dangereusement éveillée. Car cette histoire n'est pas celle d'une revanche bruyante. C'est celle d'une vérité qui avance sans crier. D'un pouvoir qui ne s'impose pas par la force, mais par le courage de ne plus avoir peur. Mensonges familiaux. Manipulation financière. Trahison déguisée en amour. Et un système entier prêt à s'effondrer. Restez jusqu'à la fin. Parce que ce que vous allez découvrir prouve une chose essentielle. Index revers pointant vers la droite blanc. La plus grande victoire n'est pas de détruire ses ennemis, mais de ne plus jamais leur appartenir. Émilie revenait dans sa ville natale avec une discrétion apprise au fil des années, celle de quelqu'un qui a longtemps appris à disparaître pour survivre. Personne ne s'attendait à son retour, et c'était exactement ce qu'elle voulait. Elle marchait dans les mêmes rues fissurées, devant les mêmes vitrines pleines de jugements silencieux, mais cette fois, quelque chose avait changé en elle. Autrefois brisée par la trahison de Jason, un homme qui l'avait humiliée et abandonnée, Émilie avançait désormais la tête haute, calme et maîtrisée. Ce que personne ne savait, c'est que sa vie avait pris un tournant inattendu. Elle était mariée, et son époux, Daniel, était un homme puissant et immensément riche. Elle avait choisi de garder ce secret, le temps de respirer, le temps de revenir sans attirer l'attention. À la maison familiale, l'accueil fut froid et maladroit. Sa sœur Claire la scrutait avec mépris à peine voilé, lançant des remarques blessantes déguisées en plaisanterie, tandis que sa mère oscillait entre gêne et distance. Le dîner fut lourd, rempli de sous-entendus et de jugements silencieux. Plus tard, Émilie entendit une conversation qui la glaça. Claire et Jason complotaient, persuadés qu'Émilie était toujours faible, facile à manipuler, et prête à accepter n'importe quelle aide. Ils parlaient d'elle comme d'un objet, ignorant totalement la femme forte qu'elle était devenue. Bouleversée mais lucide, Émilie quitta la maison pour prendre l'air. Dans un centre commercial, le destin la confronta à Jason en public. Confiant et arrogant, il tenta de l'humilier une nouvelle fois devant des témoins. Les regards se tournèrent, certains choqués, d'autres silencieux. Mais Émilie ne flancha pas. Elle resta droite, calme, refusant de lui offrir la réaction qu'il attendait. Ce refus le déstabilisa plus que n'importe quelle colère. Il partit, persuadé d'avoir gagné, sans savoir que l'histoire ne faisait que commencer. Émilie, elle, savait quelque chose que personne d'autre n'imaginait. Quelques minutes plus tard, une voiture de luxe noire s'arrêterait devant le centre commercial. Des hommes élégants en sortiraient, imposant le silence. Et à cet instant précis, ceux qui la regardaient avec pitié comprendraient que le pouvoir avait changé de camp. Cette histoire est celle de l'arrogance, de la cruauté, mais surtout de la revanche silencieuse d'une femme que tout le monde croyait brisée, jusqu'au jour où la vérité éclata. Émilie se réveilla en sursaut après avoir entendu une dispute violente dans le couloir. Sa sœur Claire parlait au téléphone, inquiète non pas pour son bien-être, mais pour les plans secrets qu'elle partageait avec Jason. Comprenant qu'elle n'était pas la bienvenue et qu'on la considérait comme un problème, Émilie quitta la maison en silence et se réfugia dans un centre commercial, cherchant simplement un endroit où respirer. Mais le destin la rattrapa, elle y croisa Jason, toujours animée par le besoin de la rabaisser et de provoquer un scandale. Calme et digne, Émilie refusa de céder, même lorsqu'il la bouscula devant des témoins. C'est alors qu'une voiture noire s'arrêta devant l'entrée, des hommes élégants descendirent et s'adressèrent à elle avec respect, l'appelant « Madame Aïe ». Le silence tomba lorsque Daniel, son mari, entra à son tour, imposant sans jamais hausser la voix. Il prit soin d'Émilie avec douceur, faisant comprendre à tous que plus personne ne pouvait la traiter comme avant. Tandis que Jason perdait toute assurance et que Claire réalisait trop tard son erreur, Émilie quitta les lieux aux côtés de Daniel, laissant derrière elle les jugements et les mensonges. Pourtant, une nouvelle menace se dessinait. Émilie découvrit que Jason n'était pas revenu par hasard et que sa famille pourrait être impliquée dans une manipulation plus grave encore. Malgré tout,
Une chose avait changé, Émilie n'était plus seule, et cette fois, elle était prête à affronter ce qui venait. Émilie pensait avoir laissé le passé derrière elle, jusqu'au jour où une simple rencontre dans un café a réveillé des vérités qu'elle n'était pas prête à entendre. Une ancienne collègue lui révéla que Jason, son ex-compagnon, se vantait depuis longtemps de l'avoir trahi et de l'avoir utilisé, bien avant leur rupture. Troublée mais lucide, Émilie comprit que son retour soudain dans sa vie n'était pas motivé par des regrets, mais par un intérêt caché lié à son mari actuel, Daniel, un dirigeant influent. Alors qu'elle tentait de reprendre le contrôle, une campagne médiatique mensongère éclata contre elle, la présentant comme manipulatrice et instable. Très vite, Émilie découvrit que ces attaques venaient de son propre entourage, sa sœur, sa mère, et même une amie proche avait participé à cette trahison, motivée par la peur, l'argent et le silence acheté. Pire encore, son identité avait été utilisée pendant des années pour ouvrir des comptes frauduleux à son nom. Face à l'ampleur de la manipulation, Émilie ressentit pour la première fois non plus de la douleur, mais une colère calme et déterminée. Alors que tout s'effondrait autour d'elle, elle fit le choix le plus difficile de sa vie, affronter la vérité seule, sans se cacher, sans fuir, et sans laisser quiconque parler à sa place. Cette épreuve ne la brisa pas, elle l'éveilla. Émilie découvre qu'un document falsifié circule en son nom, prétendant qu'elle aurait autorisé un transfert financier depuis l'entreprise de Daniel, son mari. Jason, son ancien compagnon, avoue froidement être derrière cette manipulation, animé par la vengeance et la jalousie, convaincu que la réputation d'Émilie et son passé suffiraient à la condamner. Refusant de céder à la peur, Émilie contacte immédiatement Daniel, qui lui affirme sans hésitation sa confiance et choisit de la protéger plutôt que de douter d'elle. Ensemble, ils découvrent que Jason a déjà utilisé ce même procédé de falsification par le passé. Leur enquête révèle alors une trahison encore plus profonde. Claire, la sœur d'Émilie, a participé activement au complot, poussée par l'envie et le désir de prendre sa place. Les preuves s'accumulent: enregistrements, transactions, faux comptes et exposent toute l'ampleur de la manipulation. Lorsque Jason arrive pour tenter une dernière intimidation, il se retrouve confronté à des preuves irréfutables de fraude, de chantage et d'usurpation d'identité. Son assurance s'effondre tandis que les forces de sécurité l'emmènent sous les yeux de tous. Émilie, autrefois réduite au silence, reste droite et calme, refusant désormais de porter la culpabilité des choix des autres. Face aux médias, elle ne cherche ni vengeance ni justification, affirmant simplement que la vérité suffit. Elle comprend alors que la cruauté est bruyante et désespérée, tandis que le respect de soi est silencieux et solide. En quittant définitivement ce lieu chargé de douleur, Émilie choisit enfin elle-même, avance sans peur et entre dans la vie qu'elle a décidé de construire, libérée de son passé. Après l'arrestation de Jason, le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel scandale. Les médias, privés de drame immédiat, commencèrent à se disperser. Émilie, elle, ressentait un étrange calme. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était ni en fuite ni sur la défensive. Elle avait dit la vérité, toute la vérité, sans crier, sans accuser inutilement. Et cette vérité avait suffi. Daniel l'emmena loin de la foule, dans une maison discrète en périphérie de la ville. Là-bas, aucun luxe ostentatoire, seulement de l'espace, de la lumière et du silence. Émilie comprit que ce refuge n'était pas une fuite, mais une transition. Daniel ne cherchait pas à la protéger du monde, mais à lui laisser le temps de se reconstruire à son rythme. Les jours suivants furent étranges. Émilie se réveillait parfois avec l'impression que tout cela n'était qu'un rêve. Elle revoyait le visage de Jason au moment où il avait compris qu'il avait perdu, non seulement le contrôle, mais aussi le pouvoir qu'il croyait avoir sur elle. Pourtant, au lieu de satisfaction, elle ressentait surtout une forme de détachement. Il n'avait plus d'importance. La police confirma rapidement l'ampleur des crimes: fraude bancaire, usurpation d'identité, falsification de documents, chantage. Mais ce qui bouleversa le plus Émilie fut la confrontation avec Claire. Sa sœur, privée de ses excuses et de ses mensonges, tenta d'abord de se justifier, parlant de jalousie, de peur d'être laissée pour compte, de frustration accumulée. Émilie l'écouta sans l'interrompre, puis répondit simplement: « Tu ne m'as pas trahi parce que tu étais faible. Tu m'as trahi parce que tu as choisi de le faire. » Ces mots mirent fin à toute tentative de manipulation.
Émilie refusa de la haïr, mais elle refusa aussi de lui pardonner trop vite. Certaines blessures, comprit-elle, ne se ferment pas avec des mots. Sa mère, quant à elle, resta silencieuse. Ni excuse claire, ni véritable soutien. Ce silence confirma à Émilie ce qu'elle avait toujours ressenti sans oser l'admettre, elle avait grandi en apprenant à mériter l'amour, là où il aurait dû lui être donné naturellement. Cette prise de conscience fut douloureuse, mais libératrice. Peu à peu, Émilie reprit le contrôle de sa vie. Elle participa activement à la défense juridique, non par peur, mais par dignité. Elle refusa que Daniel parle à sa place, même s'il en avait le pouvoir. Elle voulait être vue, entendue, reconnue pour ce qu'elle était devenue, une femme lucide, responsable et debout. Contre toute attente, l'opinion publique commença à changer. Les mêmes journaux qui l'avaient décrite comme instable publièrent des rectificatifs. Certains journalistes s'excusèrent ouvertement. Émilie ne chercha pas à répondre à chacun. Elle avait compris que la reconnaissance extérieure ne guérit rien si l'on ne se reconnaît pas soi-même. Un soir, assise face à Daniel, elle avoua sa plus grande peur. Et si tout recommençait? Et si un jour je redevenais celle qu'ils ont écrasée? Daniel ne tenta pas de la rassurer avec des promesses vides. Il répondit calmement. Alors tu te relèveras encore. La différence, c'est que maintenant, tu sais qui tu es. Ces mots s'ancrèrent profondément en elle. Quelques mois plus tard, Émilie lança un projet discret mais ambitieux, une fondation dédiée aux victimes de manipulations financières et psychologiques. Elle ne voulait pas être une figure médiatique, mais une présence réelle. Elle savait trop bien ce que cela faisait d'être réduite au silence, d'être décrite par d'autres, déformée, utilisée. Les premiers témoignages arrivèrent rapidement. Des femmes, des hommes, parfois très jeunes, parfois déjà brisés par des années de mensonges. Émilie les écoutait sans jugement. Elle ne promettait pas de miracle, seulement un espace sûr et une vérité partagée. Jason fut condamné. Claire accepta un accord judiciaire. Émilie assista à l'audience finale sans émotion visible. Elle ne ressentait ni victoire ni vengeance, seulement la certitude que ce chapitre était définitivement clos. Un matin, en se regardant dans le miroir, Émilie remarqua quelque chose de différent. Ce n'était pas son visage, ni sa posture, mais son regard. Il n'y avait plus de peur. Plus ce réflexe ancien de s'excuser d'exister. Elle comprit alors que sa plus grande revanche n'avait jamais été la chute de ceux qui l'avaient blessée, mais sa propre transformation. Émilie ne cherchait plus à prouver sa valeur. Elle la connaissait. Et cette certitude, silencieuse et solide, était devenue sa plus grande force. La fondation d'Émilie commençait à être reconnue, mais cette visibilité attira une attention inattendue. Un matin, elle reçut une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, une simple clé USB et un mot manuscrit. Tu n'as détruit que les pions. Les vrais joueurs n'ont pas encore parlé. Émilie ne paniqua pas. Elle avait appris que la peur faisait plus de dégâts que la vérité. Avec Daniel, elle visionna le contenu. Les fichiers révélaient des transactions complexes, dissimulées derrière des sociétés écrans. Certains noms lui étaient familiers. Trop familiers. Des partenaires de confiance de Daniel, des figures respectées, et même un ancien juge ayant participé à des décisions clés contre elle par le passé. Cette fois, il ne s'agissait plus d'un homme amer ou d'une sœur jalouse. C'était un système. Daniel proposa d'agir vite, d'utiliser son influence pour écraser l'affaire avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Émilie refusa. Elle ne voulait plus que le pouvoir parle pour elle. Elle voulait comprendre, exposer, et surtout choisir le moment. Les semaines suivantes, Émilie adopta une double vie. En public, elle restait la femme calme, engagée, presque effacée. En privé, elle devenait méthodique, précise, presque implacable. Elle étudia les documents, croisa les dates, identifia les schémas. Chaque découverte confirmait une chose, Jason n'avait jamais été qu'un exécutant maladroit. Il avait été utilisé, comme elle autrefois. Un soir, Émilie reçut un appel inattendu. Sa mère. La voix tremblante, elle avoua enfin ce qu'elle avait caché pendant des années, elle avait signé des documents à l'époque, sous pression, permettant à des tiers d'utiliser l'identité d'Émilie comme couverture financière.
Elle croyait la protéger, disait-elle. En réalité, elle l'avait offerte en sacrifice. Émilie resta silencieuse longtemps après avoir raccroché. Ce n'était plus de la colère qu'elle ressentait, mais une lucidité froide. La trahison la plus dangereuse n'était pas toujours la plus violente. Elle était souvent déguisée en amour. Peu après, un ancien employé de l'entreprise de Daniel demanda à la rencontrer. Il affirmait détenir des preuves montrant que certains dirigeants tentaient désormais de retourner la situation contre Émilie, la présentant comme le cerveau de toute l'opération. Un plan précis, déjà en marche. Cette nuit-là, Émilie ne dormit pas. Pas par peur, mais parce qu'elle savait qu'un choix irréversible l'attendait. Se taire, encore une fois, pour préserver l'équilibre, ou parler, en acceptant de tout perdre. À l'aube, elle prit sa décision. Émilie convoqua une conférence privée, sans caméra au départ. Seulement des journalistes réputés pour leur intégrité, des magistrats indépendants et quelques victimes anonymes. Elle parla sans notes, sans effet dramatique. Elle raconta les faits, les documents, les manipulations, les silences achetés. Puis elle posa les preuves sur la table. Le choc fut immédiat. Certains quittèrent la salle. D'autres restèrent figés. Daniel la regardait, non pas inquiet, mais profondément fier. Il comprit alors qu'elle n'était plus seulement sa femme, mais une force capable de faire vaciller des structures entières. Les représailles furent rapides. Comptes gelés. Pression politique. Menaces voilées. Mais pour la première fois, Émilie n'était plus isolée. Des voix s'élevèrent. Des victimes sortirent de l'ombre. Le silence se fissurait. Un soir, Émilie reçut un message anonyme. « Tu vas trop loin. Tu ne gagneras pas. » Elle répondit simplement. « Je n'essaie plus de gagner. Je dis la vérité. » Les semaines suivantes marquèrent un basculement. Des enquêtes furent ouvertes. Des figures respectées démissionnèrent. Certaines disparurent médiatiquement du jour au lendemain. Émilie comprit alors une chose essentielle, le vrai pouvoir ne réside pas dans la richesse ou l'influence, mais dans la capacité à ne plus avoir peur de perdre. Mais alors que tout semblait enfin s'aligner, une dernière révélation surgit. Un nom apparut dans les dossiers. Un nom que Daniel n'avait jamais mentionné. Un nom lié à son passé. Émilie leva les yeux vers lui. Pourquoi ce nom est-il là ? Daniel pâlit. Pour la première fois, il hésita. Et Émilie comprit que l'histoire n'avait pas encore livré son secret le plus dangereux.